Bonjour et bienvenue dans Et on recommence, le podcast entre potes dédié aux remakes de films et de séries. Je suis Cynthia et je suis très heureuse d'être en compagnie de Hugo Hello. et Élise. Salut. Ce tout premier épisode est consacré à un monument de la comédie française, Le Dîner de cons, et à son remake américain, The Dinner. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'avant de préparer ce podcast, vous aviez déjà vu ces deux films et vous en aviez pensé quoi globalement ? Élise, si tu veux démarrer. Alors, le dîner de con, je l'avais vu quand j'étais très jeune et je ne l'ai pas revu depuis le visionnage, donc ça a été un peu une redécouverte. Ouais. Et l'autre film, ça a été une découverte complète. Ok. J'ai plus aimé l'un que l'autre, je dirais pas lequel pour l'instant. Ok, très bien. Et toi, Hugo ? Pareil, le dîner de con, je l'avais vu quand j'étais enfant. The Diner, je l'avais jamais vu. Et c'était pareil pour Kelly, c'est une découverte un peu bizarre. Mais j'en dirai plus après. Ok, super. Moi, je l'ai vu en VHS quand il est sorti, donc j'étais jeune, je devais avoir une dizaine d'années. Mais entre-temps, je l'ai vu peut-être, 1000 fois, parce que j'adore vraiment ce film. Et pour The Dinner, je l'ai vu assez récemment. Et bon, moi, franchement, je spoil direct, c'est vraiment pas un de mes films préférés. Alors, commençons par le film original. Le Dîner de cons, c'est une comédie française sortie en 1998 et réalisée par Francis Weber. Et c'est une adaptation assez fidèle de sa pièce de théâtre du même nom. Le film a été un énorme succès populaire en France, puisqu'il a fait près de 9 millions d'entrées. Wow. Et il a récolté 3 Césars, dont celui du meilleur acteur pour Jacques Villeray. Alors, Élise, comment tu résumerais le film ? Alors, c'est l'histoire de Pierre Brochand, qui organise toutes les semaines un dîner de cons où le but est d'amener le plus con des invités. Mais à cause d'un tour de rein, Brochand se retrouve bloqué chez lui avec François Pignon, le con de son dîner, passionné de maquettes en allumettes. S'ensuit alors une soirée mouvementée avec une femme à récupérer, une maîtresse pleine d'espoir, un contrôleur judiciaire à gérer et sans oublier Pignon qui va en une soirée venger tous les cons de tous les dîners. J'ai dû vous paraître stupide au téléphone. Oui. Non, vous étiez parfait. Alors, je sais pas si vous le saviez, mais le film français Le Dîner de cons, il est sorti sous-titré au cinéma aux États-Unis dans cette version. Et le film a attiré un peu plus de 800 000 spectateurs. Ah, okay. Donc à l'époque, c'était la 3e comédie française la plus populaire aux États-Unis, wow. Après La Cage aux folles 1 et 2. Et étant donné que ça a donc plutôt bien marché, les Américains en ont décidé de faire un remake. Et c'est comme ça que Dinner for Schmucks, ou The Dinner comme il est appelé en France, a vu le jour en 2010. Il est réalisé par Jay Roach, connu notamment pour avoir réalisé Mon beau-père et moi, ou encore les Austin Powers. Ah. Et je sais pas si vous saviez, mais à l'époque, c'est carrément Steven Spielberg qui aurait pu réaliser le film. Ah ouais. No way. Ah mais j'achète. En fait, je m'imagine tellement pas voir Steven Spielberg travailler dans un film comme ça que c'est clair. Je suis assez curieuse. Et toi, Hugo, t'aurais bien aimé ? Moi, j'aurais bien aimé, vraiment par curiosité, parce que Steven Spielberg va plus être dans le film d'aventure. Ouais. Après, j'aurais plus vu un Roman Polanski, même, je sais pas s'il était comme ça à l'époque, mais tu vois, par rapport à des films comme il a fait comme Carnage, qui ressemble un peu plus à ça, mais il voulait le faire lui-même, ou c'était la prod qui voulait prendre Steven Spielberg pour le faire ? Non, il a vu une projection du film avec Weber dans la salle, et il a adoré. Et il a du contact, Weber. Mais en fait, même Weber, il avait voulu faire le remake à la base. Ah. Et je suis assez curieuse de savoir ce que ça aurait donné. Alors peut-être ça aurait pas été forcément un gage de qualité quand on voit par exemple Les Visiteurs en Amérique qui est réalisé par Poiret lui-même, alors que c'était le réalisateur des autres Visiteurs. Pourtant ça avait fait un four total. Mais bref, ça aurait été rigolo de voir une version du Dîner de cons en Amérique par Weber. Ouais. Et toi, Alice, t'aurais aimé voir qui comme réalisateur idéal ? Que ce soit un réal de l'époque ou d'aujourd'hui, hein. J'aurais bien vu à la réal Steve Carell. Ah mais... ouais ? Ouais, mais encore une fois, je sais pas si ça aurait été peut-être un truc intéressant, plus en série aussi. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de séries que maintenant. Ouais. Donc là, le choix se pose plus naturellement. C'est donc ça. Ouais, pourquoi pas, c'est intéressant. Alors bref, revenons-en à The Dinner. Élise, comment tu résumerais le film ? Alors, c'est l'histoire de Tim. Il réussit à tout dans la vie, donc il a un bon travail, tout va bien. Et seule une chose lui manque pour faire de sa carrière un plein succès, c'est trouver l'invité idéal pour un dîner de cons annuel, et tout ça c'est organisé par son patron. Et c'est alors que, en essayant de chercher le parfait des cons, il tombe sur Barry, qu'il rencontre dans la rue, et en gros son kiff c'est de faire des petites reproductions d'œuvres d'art, mais avec des souris en mode taxidermie, donc... Vraiment, il les met en scène. Et à partir de ce moment-là, de cette rencontre, il y a plein de choses qui vont se passer. Et ça va les marquer à jamais.
Alors, entrons un peu dans le vif du sujet. On va commencer par parler des personnages et le plus simple, c'est de démarrer par celui du con. En France, c'est François Pignon, qui est interprété par Jacques Villeray, en opposition aux États-Unis au personnage de Barry Speck, qui lui est interprété par Steve Carell, justement. Oui. Alors à l'époque, on était à la saison 6 de The Office, et Carell était une des plus grosses cautions de la comédie américaine en télé comme au cinéma. Et donc je sais pas si vous saviez, mais au tout début, c'était Robin Williams qui était envisagé pour le rôle. Oh, pour Robin Williams de l'époque, c'est un peu à contre-courant parce qu'il allait plus vers des rôles dramatiques, mais vu le personnage dans le film, déjà qu'avec Steve Carell c'est un peu gênant, mais avec Robin Williams, ça aurait été grave, quoi. Ouais, bah, je pense que ça aurait pas forcément matché tous les deux. Et c'est vrai que je pense qu'on aurait perdu un peu le côté humour à fond. Je suis d'accord, ouais. Et du coup, pour en revenir au personnage, est-ce que vous trouvez qu'il se ressemble physiquement ? Le truc que j'aime bien dans le film français, c'est que le personnage de François Pignon, il ressemble vraiment c'est un peu l'image du fonctionnaire Ouais, que tout tu as. à fait. Un peu le fonctionnaire dans la cinquantaine et tout ça, qui est un peu dégarni, qui est Un peu joufflu, un peu joufflu, mec lambda, quoi. Ouais. Voilà, mais c'est quelqu'un naturel qui pourrait exister. Ah, tellement. Alors, monsieur l'Auxerrois? Oh, Châtelohem, oh, Châtelohem, oh, Châte. Tu vas voir mercredi Auxerre. Regardez-moi ce connard. Oh, excusez-moi, Louisette. Mais par contre, le personnage de Steve Carell dans The Diner, d'un point de vue physique, je trouve très banal. Je sais pas si c'est un truc qui parle aux Américains, peut-être la façon dont il s'habille ou autre, mais je trouve que il a pas un gros caractéristique physique, peut-être à part son attitude, qui est un peu cringe. T'es d'accord, Élise ? Je pense que c'est le premier truc qui m'a un peu fait bizarre, c'est que le personnage qu'on a l'habitude de voir, Jacques Villeray, je trouve qu'il incarne, comme tu disais Hugo, il incarne tellement bien le gars qu'on pourrait croiser dans la rue, mais pas trop non plus caricatural. Enfin, un peu quand même, mais je trouve que c'est un bon équilibre. Et moi, il me fait tellement penser dans les aventures de Bernard et Bianca, le personnage qui est avec la méchante, je sais plus son nom exactement, Monsieur Snoops. Il a le même, vraiment le même chara-design, même dans les 101 Dalmatiens, Jasper et Horace, les deux voleurs. Et en fait, je trouve que ça marche tellement bien comme ça, qu'après voir Steve Carell, tu le vois un peu plus banal, il n'y a pas forcément quelque chose qui sort. C'est plus dans le côté jeu d'acteur qui va fonctionner. Ouais, dans l'attitude, exactement. Bah oui, je suis plutôt d'accord, mais j'ajouterais quand même quelque chose, c'est que Barry, il a des lunettes très moches. Oui. Hugo, tu disais des fringues ringardes, mais il a aussi une prothèse dentaire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, ça m'a vraiment fait penser dans Austin Powers, en fait, parce que c'est le même réalisateur, et ils ont voulu forcer un peu la dentition en avant. Ça fait un peu dent de cheval, quoi. Alors, je trouve qu'on y croit moins. Et parce que je pense qu'on n'a pas l'archétype du nerd IT ou autre en France, et que c'est beaucoup dans les États-Unis, dans les bureaux, des mecs qui s'habillent avec les pantalons vachement relevés, les espèces de polos dans le pantalon, les côtés un peu nerdy awkward. Je pense que leur archétype de comédie du personnage un peu clown, c'est vraiment le cassos aux États-Unis. Mais le cassos nerdy, tu sais, au lycée, qu'on enferme dans des placards et tout ça, et qui après grandit et finit un peu dans les bureaux et tout ça. Ouais. Nous, on va avoir l'image du fonctionnaire qui est un peu neuneux, un peu feignant. Et de l'autre côté, ils vont avoir les côtés, de leur côté, c'est soit les mecs un peu super opportunistes, ou soit les nerds qui sont là, qui sont mis dans un coin et qui font leur truc, quoi. C'est ça. Alors, revenons-en à nos moutons. Au niveau de la personnalité, de leur passion, etc., est-ce que vous les trouvez similaires ou différents ? Élise, je te laisse la parole. Ouais, déjà leur occupation, leur passion. Où en fait, pour Monsieur Pignon, son activité, c'est faire des petites maquettes en allumettes. Et en soi, je me dis, bon, t'as pas forcément un but très précis. Je comprends du coup où ça veut en venir. Mais du coup, quand tu commences le dîner avec la petite intro, avec les petits animaux empaillés dans des décors, déjà, je me suis dit, ça, c'est marrant. En vrai, je trouve ça déjà assez intéressant visuellement et artistiquement. Et je me suis dit, c'est marrant, je le mettrais pas dans la catégorie de con en faisant une activité comme ça. J'ai la même remarque par rapport à ça. Après, je sais pas si c'est côté français, mais c'est vrai que je trouve le côté un peu plus naturel dans la personnalité avec Jacques Villeray. Ou alors côté Steve Carell, je l'adore, c'est vraiment un de mes acteurs préférés, mais dans son personnage, je trouvais que les situations, j'avais l'impression que c'était toujours un peu trop. Je rebondis sur ce que disait Elise par rapport au fait que le personnage de Pignon est naturel. C'est exactement un mec qui a un peu un hobby qui le passionne. Et encore, parce que le hobby qui le passionne, Monsieur Pignon, il y a une raison derrière. Sa femme l'a quitté. Ces maquettes lui permettent
un peu de combler ce vide. Mais oui, mais pour Barry Speck, c'était la même chose. Hein. Barry Speck, si tu regardes, il avait déjà ce hobby. Et justement, il l'avait too much. Il lui dit que sa femme l'a quitté, aussi un peu pour la raison qu'il mettait de l'after shave en plus du formol qu'il utilisait pour embaumer les souris. Donc ça montre quand même que le personnage, il est toujours extrême. Il court partout, il fait des petits bruits, il fait semblant de faire le mort. Ouais. Carré, j'ai l'impression de voir un personnage de dessin animé. Is it paper? No! Ouais, je suis d'accord avec vous. Pignon, on le voit, il s'entend quand même très bien avec ses collègues du ministère, il se confie, il leur demande des conseils vestimentaires, il est fan de foot. Ouais. Enfin bref, il est quand même plus sociable et mieux intégré. C'est ça. Alors que Barry, lui, il a aucun ami, il vit dans une petite maison super triste, il a aucune autre activité que sa passion morbide et son boulot. Son boulot où d'ailleurs il se fait maltraiter par son boss qui lui a piqué sa femme. Enfin bref, son personnage il est super triste et super pathétique. Quoi. En fait, tu sais que c'est quelqu'un sur lequel tu vas devoir te moquer quand tu le rencontres. Alors que dans la version française, tu sais que c'est un personnage avec qui tu vas avoir de l'empathie parce que les autres se moquent de lui. Dès le début. Tout à fait. Parce qu'après, le personnage de Monsieur Pignon, il lui-même est un peu too much sur certains trucs, mais t'es jamais en train de dire « Ah, il est chelou quand même !» Et j'avais aussi noté un autre truc, c'est sur leur connerie, si je puis dire. Je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Calmos. Pas du tout. Ils font des vidéos d'analyse hyper poussées sur les films, surtout leur format rigolo qui s'attaque aux comédies. Et donc, il y en a une sur Eric et Ramsey qui s'appelle Deux gogoles de génie. Et il dissèque les différents types de cons dans les comédies. Okay. Donc là, si on l'applique aux deux films, on se rend compte que Pignon, c'est le con relativement classique, pas brillant, gaffeur, mais très attachant. Ouais. Alors que Speck, lui, c'est vraiment le gogol américain par excellence. Donc très cartoon, comme tu disais, Hugo. Ouais. Et aussi, on a l'impression que c'est un gosse coincé dans un corps d'adulte qui connaît rien au sexe. Ouais. Parce qu'il y a plein d'allusions sexuelles qui sont hyper vulgaires. Et lui, il comprend rien. Il passe toujours à côté. Ah, mais totalement. Mais c'est abusé en vrai, parce que personne dans la vie n'est comme ça, quoi. Je suis une écolière qui a été très vilaine. Vous êtes très grande pour une écolière. Et toi, tu es mon maître d'école, d'accord? Je suis pas du tout qualifié, je travaille à la recette des finances. Et moi, j'ai été vraiment vilaine. Je dois recevoir une bonne raclée, je mérite une fessée cul nue. C'est pas du tout comme ça que ça marche, vous devez seulement payer la somme que vous nous devez, plus les intérêts. T'es là, qui a écrit ça, quoi? Et qui veut jouer ça, quoi? C'est ça, et puis Steve Carell, c'est pour ça que je me suis dit, bon, il a peut-être fait tout ce qu'il pouvait pour son personnage, mais avec le scénario, comment il était poussé, je me dis, mais qu'est-ce que tu peux servir, quoi? Carrément. Parce que ça doit être tellement dur. Après, je pense qu'au tout début, il a peut-être été choisi parce que dans 40 ans toujours puceau, il a un peu ce rôle-là, quoi. Voilà. Même si c'est quand même mieux écrit et pas aussi lourdingue que ça au final. Et là, je pense qu'ils ont dû se dire, bon, allez, on va surfer là-dessus, on va faire un personnage enfantin, très naïf, qui connaît rien au sexe, et on va le mettre dans des situations drôles parce que justement, il y connaît rien. Mais comme vous l'avez dit, c'est plus gênant qu'autre chose, quoi. Alors passons maintenant au personnage de Pierre Brochant et Tim Conrad. Donc Pierre Brochant, il est interprété par Thierry Lhermitte et Tim Conrad, il est interprété par Paul Rudd. Donc pour info, Paul Rudd c'est Ant-Man ou encore Mike dans Friends. Est-ce que vous êtes content de ce choix de Paul Rudd ou sinon vous auriez imaginé qui ? Dans le film américain, je comprends le choix. Un peu le personnage Golden Boy, qui a pas une tête de con, tu vois, parce que Paul Rudd, il a quand même une tête de gentil, il est agréable, et ça va avec le personnage dans la version américaine. Autant il a le rôle du mec qui est trop beau gosse, donc tu te dis, il a un peu des ambitions, il est un peu relou et tout ça, mais il y a le côté attendrissant de Paul Rudd, il a des petits yeux de chiot, il est mignon, il est gentil, il arrive facilement à faire passer le fait qu'il n'a pas des mauvaises intentions derrière lui. C'est le mec de Wall Street, mais qui n'est pas un total requin. Et toi, Élise ? J'aurais bien vu DiCaprio, parce que tu as le côté en fait qui peut se rattacher à Thierry Lhermitte, où c'est un peu une grosse enflure. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a perturbée dans les premières minutes. Il a une tête trop gentille. Je me suis à un moment dit, mais attends, est-ce qu'il joue vraiment ce personnage ? Parce que ça m'avait vraiment choquée au début. Et en fait, tu le vois, là vraiment la grosse différence, où tu le vois, il est vraiment tout le contraire. Il veut pas faire... ce que doit faire son personnage, c'est être un con et inviter quelqu'un. Il a pas envie de ça de base. C'est grave différent de Thierry Lhermitte où son introduction, c'est lui qui cherche un con et qui même va essayer d'inviter le père de son meilleur pote. Oui, le collectionneur de louches. Ah mais grave. Et la première fois que tu vois justement Paul Rudd, il se lamente du mec qui a été viré
tu te dis, ah, il est trop gentil. Bon, après, ça change parce qu'en fait, il veut sa place. Mais directement, tu as introduit un côté gentil dans le personnage, alors que par rapport à Thierry Lhermitte, direct, c'est un gros bâtard, le mec. Ouais, bah moi, du coup, juste pour en revenir au choix de Paul Rudd, moi, je pensais plus à Chris Pratt, parce que je trouve que le Chris Pratt de la série Parks and Recreation, il aurait fait un bon Barry Speck. Ouais. Et le Chris Pratt d'aujourd'hui, dans les Jurassic World et tout, il aurait fait un bon Tim Conrad, quoi. Donc voilà, Chris Pratt pour les deux Chris rôles. Pratt. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Alors bon, vous avez super bien avancé là sur la personnalité des personnages. Donc Hugo, tu disais que la plus grosse différence finalement c'est l'intention, puisque Pierre c'est l'organisateur du dîner. Mais d'ailleurs il en parle aussi quand il est avec le docteur, puisqu'il faisait des dîners de moche et tout. Et à l'inverse, Tim, lui, il est pas pour. Donc juste pour un petit peu expliquer, il va devoir ramener un con à un dîner pour obtenir une promotion. C'est ça. Et il pense que Julie, qui en gros est sa future femme, s'il n'a pas cette promotion, elle va le quitter, quoi. Et est-ce que vous voyez d'autres différences ? Le personnage de Pierre, il a trompé sa femme, son meilleur ami, il est parti avec sa femme, il fraude au niveau fiscal avec ses œuvres d'art. Quel connard. Non, oui, mais en fait, c'est juste un enculé de base, quoi. Et... Grave. Non, je n'ai pas décommandé mon dîner. C'est pas vrai, dans l'état où tu es, tu veux quand même aller à ce dîner sinistre. On va pas recommencer, c'est un dîner qui m'amuse, si tu le trouves sinistre. Tu vas pas me faire la gueule parce que j'ai envie de m'amuser un peu. Décommande-toi, reste avec moi ce soir. Tu sais que ça va pas très fort, moi, en ce moment. Eh ben justement, change-toi les idées, viens avec moi, tu vas voir, c'est irrésistible ce dîner. C'est irrésistible d'inviter un malheureux pour se moquer de lui toute la soirée. Et c'est pas un malheureux, c'est un abruti. Y a pas de mal à se moquer des abrutis, ils sont là pour ça, non? Il est juste attendrissant par rapport aux actions qui lui arrivent et qui sont peut-être des choses communes, mais en reflet avec le personnage de Pignon. Et encore, moi, franchement, je suis pas trop d'accord. Hein. Je trouve au contraire que c'est tellement un connard qu'on est plutôt content quand Pignon, il ruine sa vie, sa soirée, quoi. Enfin, moi, je le trouve pas du tout attendrissant. Je me dis, c'est bien fait pour sa gueule. À chaque fois qu'il se passe un truc, je me dis, mais c'est bien fait pour sa gueule. Non, mais c'est vrai que tu parles de tous les personnages aussi, mais il y a celui de Marlène. Donc, en gros, Pierre, il est infidèle, il a une liaison avec elle, mais en plus, on voit qu'il lui a promis qu'il allait quitter sa femme. Et même quand elle, on la voit à l'écran, elle est en pyjama, elle est avec ses chiens. Enfin, la nana, c'est aussi une victime dans l'histoire. Et lui, il l'a fait passer pour une nymphomane. Ce qui est marrant par rapport au... Je sais pas si on peut parler du personnage de Darla. C'est l'équivalent de Marlène dans The Diner. Ils en ont vraiment fait une nymphomane, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont juste retenu ça du personnage et ils l'ont transformé en personnage, mais totalement absurde. Oui, et juste pour en revenir par rapport à ça, Tim, lui, il a pas trompé Julie, puisqu'il a rencontré Darla 3 ans avant de connaître Julie. C'est ça. Donc ils ont juste couché ensemble une fois lors d'une soirée où ils étaient tous les deux bourrés, et c'est tout. Depuis, elle le recontacte, mais lui, il veut pas en entendre parler, et elle est complètement obsédée par lui. Et le personnage de Tim, en fait, il est vu comme un connard par quiproquo. Oui. Il a eu cette relation avec Darla. Il doit faire le dîner de con parce qu'il est obligé d'un point de vue carrière. Il subit le truc, en fait. C'est exactement. Il subit ce qui se passe, quoi. T'as vraiment le côté encore cartoon des États-Unis où le gros méchant, c'est vraiment le côté corporate gigantesque. Et tu suis en fait deux personnages qui sont coincés dans ce truc, qui sont tous les deux gentils. Et tu vois, qui vont de tribulation en tribulation. Alors, moi, j'aime beaucoup la version française parce que je trouve qu'il y a vraiment un déroulé plus naturel entre la relation avec les personnages qui sont pas juste des actions et puis il y a on va de situation comique en situation comique un peu guignol. Quand tu arrives dans la version américaine, c'est du slapstick, ils jettent des trucs à la tête, ils font des blagues de sexe super gênantes, un peu mal déplacées. Ouais, elle est hyper sexy, elle est provocante, enfin comme tu disais, elle est traitée comme la nymphomane de base et c'est tout. Et elle veut rien entendre, enfin, elle aussi pour le coup, elle est absolument pas crédible comme personnage. Enfin, personne dans la vie n'est comme ça, quoi. Mais ils sont tous vides en fait. C'est ça que je reproche dans ce film, c'est que je les trouve caricaturaux à l'extrême. Et je trouve qu'ils dégagent rien de l'intérieur, en fait. Le truc que j'aime bien dans le film français, ça joue plus dans le dialogue, quand les personnages se rencontrent. Rien que le quiproquo avec le nom de Marlène, sa sœur. C'est super drôle comme discussion. C'était votre sœur. J'ai pas de sœur. Vous n'avez pas de sœur? Je lui ai dit qui était à l'appareil, et elle m'a dit sa sœur. Il a appelé Marlène. C'est pas votre sœur. C'est son nom, sa sœur. Marlène, sa sœur. Je pouvais pas savoir, moi. Elle me dit, c'est Marlène, sa sœur. Avouez que c'est confusant. Dans la version américaine, il va essayer de reconnaître les deux meufs avec la photo du cul en gardant leur cul, quoi. J'avais oublié ça aussi. C'est quoi pour vous la plus grosse différence du film ?
Bah, pour moi, c'est des situations, en fait, dans le film The Dinner, elles sont complètement loufoques. Alors certes, ça peut avoir un super effet au cinéma, je pense, tu te dis: «Mais où est-ce que ça va mener tout ça?» Mais je trouve que dans le dîner de con classique, c'est un peu plus un huis clos. C'est un Oui. peu plus centré déjà sur, les événements où tu peux voir à peu près comment ça s'enchaîne et là, en fait, moi-même, j'ai eu du mal à comprendre, comment les situations s'enchaînaient dans The Dinner, tellement ça partait loin, quoi. Ah merci, putain, je me sens moins seul. Je me suis dit: «Est-ce que je dois le voir une deuxième fois?» Et pareil, si je peux ajouter un truc, les situations dans le dîner de con, mais je crois que j'ai rigolé pendant 80% du film. Alors que là, je crois qu'il y a peut-être une scène où ça m'a fait rigoler, mais parce que ça m'a rappelé un mème qu'on voit sur Internet. Oui. Franchement, c'est juste à ce moment-là, je me dis: «Ah, ça vient de là, j'ai la rêve.» Mais ouais, j'ai eu beaucoup du mal à m'y tenir. Comme tu disais, Élise, ouais, c'est un huis clos dans la version française, et dans le récit, c'est justifié par le fait que Brochant, il a le dos bloqué, Oui. donc il peut pas sortir de l'appartement, alors que dans la version américaine, pour pas que ce soit un huis clos, ils ont balayé ce problème de dos. Ouais. Et du coup, ça permet de faire un grand film américain, classique, grand public, avec plein de décors, plein d'actions, de la démolition, enfin tout ce qu'il faut finalement pour répondre au code du film américain. Alors que c'est con parce que dans la version française, déjà le décor est génial. Qui a un putain d'appart avec une vue comme ça sur la Tour Eiffel? On est d'accord. Ça n'existe pas, quoi. J'ai posé à ce moment-là, je crois, pour me dire: «Mais attends, ça a été filmé où?» Le mec, il habite au Champ de Mars, quoi. C'est pas possible. Ouais, sur le Champ de Mars. Alors que dans la version américaine, on dirait un road trip. Là, je comprends pourquoi Steven Spielberg l'aurait fait le film. Tu Ouais. vois. Ça ressemble à du E.T. à ce moment-là. Et du coup, qu'est-ce que vous avez repéré concernant la morale des deux films? Dans le film français, pour moi, Brochant est un connard et il reste un connard jusqu'à la fin. Oui, je suis méchant. C'est aussi ce que dit Christine. Vous voyez, tout le monde est d'accord, je suis méchant. Tiens, voilà un truc que vous pourriez mettre sur mon répondeur. Il est méchant, monsieur Brochant. Il est mignon, monsieur Pignon. Dans tout le film, tu as l'impression qu'il y a une relation qui s'installe entre les personnages et qui change et que chacun change au niveau de leur point de vue, que Pierre Brochant arrive à être un peu plus humain. Mais au final, ce qui se passe, c'est que les gens, tout au long du film et jusqu'à la fin, doutent de lui et n'ont pas confiance en lui. Mais oui. Il finit quand même par traiter Pignon de con. En fait, son avis ne change rien au niveau du film. Ça reste l'enfoiré que c'est de A à Z. Alors que tout à dans le fait. film américain, c'est vraiment les gentils contre le gros corporate américain qui se fout de la gueule des gens de base ou des gens qui sont pas des gros riches qui dépensent leur thune partout. Non, c'est clair, c'est une happy end, quoi. Barry, qui était seul, finit par avoir plein d'amis. Il est même ami avec Tim. Ouais. Il se consacre à l'art. Et surtout, il a trouvé l'amour. Donc oui, il sort avec Darla quand Oui. même. Donc ça veut dire que Darla, qui était la nymphomane complètement désespérée de trouver l'amour, elle a trouvé l'amour. Barry aussi. Il a plein d'amis. Tous les cons du dîner, mais on va reparler après, ils sont tous amis. Le méchant boss de Barry qui le harcelait, il est interné en psychiatrie. Et Julie qui voulait pas se marier, finalement elle épouse Tim. Donc c'est vraiment la grosse happy end, quoi. En plus, avec les fins, avec toutes les slides faits en maquette du personnage de Steve Carell qui raconte tout ce qui s'est passé après le film. Et ça devient Wes Anderson à la fin, quoi. Ah, c'est vrai, ça, il y a un petit côté Wes Anderson. Avec les petits personnages. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais dans cette scène finale, donc, on voit justement tous les petits personnages en souris. Il y a ceux de Tim et Julie qui sont dans un hôtel à Paris, avec une vue qui donne sur la Tour Eiffel. Oui, j'y ai pensé. Mais surtout, il y a le personnage de Barry qui est sous leur lit, et dans ses mains, il y a une bouteille de champagne sur laquelle il y a écrit « Champagne de Weber ». Donc en référence au réalisateur français Jacques Weber, quoi. Sympa. Et du coup, toi, Élise, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose par rapport à la morale des films ? Moi, ce que j'aime bien, en fait, dans le dîner con, c'est que c'est un connard qui l'assume du début à la fin. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le côté arroseur arrosé. Tu penses qu'il est au-dessus de tout le monde, mais en fait, c'est lui qu'on va rire à la fin. C'est lui qui se retrouve tout seul. Et après, dans ce dîner, c'est vraiment... J'ai l'impression qu'à la fin, tu bourres tout ce que tu pouvais. Vraiment, il faut qu'on explique tout. Et tout le monde doit être heureux. Enfin, au final, je trouve que ça perd son côté authentique. Enfin, j'aurais préféré un truc différent. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi une autre différence majeure entre les films, c'est le dîner. Oui. Parce que dans le film français, à cause du Tour de Rhin, ils vont pas au dîner, alors que là, dans The Dinner, on voit le dîner. Limite, j'ai l'impression que toute la partie avant le dîner sert pas à grand-chose, à part
Enfin, je sais À pas. mettre en place ce dîner, quoi. Ouais. Ouais, T'as parce qu'il y a le- qu'une scène qui marque, c'est le dîner. Le reste, en fait, tu t'en bats un peu les steaks, quoi. Bah, c'est vrai que c'est tout ce que t'attends, quoi. T'attends le dîner, en fait. On attend, on attend, on attend. Alors que dans la version française, tu sais qu'ils vont jamais y aller. Parce qu'il y Non, a... tu sais qu'ils il vont doit pas y retrouver aller. sa femme pendant tout le truc. Alors Ouais, c'est ça. que dans la version américaine, il n'y a Bah ouais. aucun enjeu et l'histoire se finit avant le dîner. Et puis après, la deuxième partie du film, c'est le dîner qui a aucun rapport avec le reste. Ouais, bah après, le dîner, il est là pour en mettre plein les yeux. Enfin, Élise, je sais que tu voulais en parler un peu, je crois. Ouais, bah. En fait, j'avais pas vu la distribution, j'ai reconnu pas mal de têtes et je me suis dit, ah ouais, enfin, c'est un peu les Avengers du dîner, quoi. Tu les mets tous dedans. Oui, bah niveau casting, du coup, on a Jermaine Clement de Ouais. Flight of the Conchords. Il y a Zach Galifianakis qui joue son boss tyrannique et qui est aussi Ouais. mentaliste à ses heures perdues. Il y a aussi Chris O'Dowd de IT Crowd. T'as Randall Park aussi, il me semble. Le pire, c'est de voir Jeff Dunham, quoi. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Je Non, vois je pas vois qui pas c'est. qui c'est. Vous connaissez pas Ahmed the Dead Terrorist? Non. Pas du tout. Alors, Jeff Dunham, c'est un comédien stand-up qui joue avec des marionnettes sur scène, mais Ah. c'est le bas du bas de l'humour américain. Et en fait, c'est que des trucs limites. Et donc, de le voir là-dedans, tu te rends compte que c'est une autre époque, en fait, quand même, il y a 10 ans, où il y avait un autre humour. Et un autre truc qui m'a fait triper, c'est, je sais pas, il y a un des cons dans la version américaine qui ressemble beaucoup aussi à l'un des cons dans la version française. Avec pas le perroquet, Avec le vautour, ouais. le vautour, ouais. J'ai essayé de voir, c'est pas du tout le même acteur, mais je sais pas pourquoi. Ils ont fait un casting d'acteurs d'acteurs secondaires qui se ressemblent. Je suis d'accord, je suis Mais d'accord. le dîner en lui-même, mais c'est une catastrophe. cette Carrément. scène. Moi, j'ai été gênée pendant toute la scène. Il court autour de la table là avec des gags et ça se termine pas. Je me dis mais arrêtez, stop. Putain, mais l'échange avec Steve Carell sur le fait que sa femme l'a quitté parce qu'il trouvait pas le clitoris. C'est tellement gênant. J'ai perdu son clitoris. Perdu son clitoris. Je le trouvais jamais, alors elle s'est fâchée. Oh, ça, il y en a d'autres. Je lui ai dit, t'en fais pas, Praline, je parie qu'il est dans ton sac à main. Parce que 9 fois sur 10, quand elle perd un truc, c'est là qu'il réapparaît. Barry, c'est vrai, vous ne savez pas ce que c'est? Il y a des dizaines de trucs que je connais pas dans son sac. Ne cherche plus, Barry. Je l'ai trouvé. Dans son sac à main. Son petit sac à moustache. Ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que en France, on est content quand Pignon il ruine la soirée de Brochant. Bah là, on ressentait pas ça parce que comme Tim, c'est quand même un gars sympa, on subit en même temps que lui quand Spec détruit sa vie. C'est ça. Alors que là, finalement, grâce à ce dîner, il y a une bonne leçon de karma. C'est-à-dire que comme il prend une tournure catastrophique, enfin, il y a le feu, il y en a un qui se fait couper le doigt par le personnage de Chris O'Dowd qui joue un escrimeur malvoyant. Enfin, je trouve que c'est cool. On se dit enfin, les connards se font ruiner leur soirée. Là, ça va dans le bon sens et c'est quand même un peu jouissif, même si je suis d'accord avec vous, tout est un peu lourdingue. Mais le côté pathétique fait que derrière, on se dit, bon, bah, ces pauvres gens-là, au moins, ils se sont trouvés grâce à ce dîner et Ouais, ils se maintenant, rassemblent. ils vont être amis et au moins, ce sera pas juste un rassemblement pour qu'on se foute de leur gueule, quoi. Et c'est chiant pour le personnage de Zach Galifianakis parce que c'est l'équivalent dans le passage français, c'est avec Daniel Prévost qui est génial. Dans la version américaine, c'est une menace parce que le personnage est super vulgaire, super gênant, super horrible. Alors que dans la version française, c'est... Oui, c'est Monsieur Cheval. Ah, Monsieur Chat. Mais la façon dont il filme dans la voiture en mode Bela Lugosi avec la lumière sur lui et qui regarde par un regard caméra, c'est super flippant. Tu sens que le mec, il va foutre la merde quand il arrive. Ouais, il sort du patinage aussi. N'oublie pas de. Oui, n'oublie pas le patinage artistique. Tu sais, c'est En un plus, peu j'avais enregistré le Tchekhov, ça revient à la patinage. fin. Charlotte, non, ne m'explique rien. Je veux que tu quittes cet endroit immédiatement, tu m'entends? À la seconde. Comment? Ah, bien sûr que tu te rhabilles, évidemment que tu te rhabilles. Charlotte, je ne suis pas seul. Je ne peux pas te parler maintenant, on causera à la maison. Charlotte, je t'avais enregistré le patinage artistique. Non, mais c'est génial la fin avec ça. La version française est tellement fine dans les dialogues, dans les échanges entre les personnages. Tu comprends pourquoi ils sont dans cette situation, pourquoi ils disent des choses à ce moment-là. Alors que la version américaine, il n'y a aucun sens entre tous les trucs. Mais je pense aussi que c'est une question de culture parce que nous, on a vachement cette culture de répliques, de jeux de mots, de quiproquos. C'est vraiment dans notre ADN de comédie française. C'est vrai. Alors qu'aux États-Unis, on est plus dans le slapstick, le visuel, des trucs dans la comédie d'action. C'est pas faux. Et là, ça se joue dans les trucs un peu ridicules, un peu lourdingues. Enfin, là, par exemple, t'as un mec qui se prend un poteau en fer dans la tronche et c'est drôle, quoi.
Je vais revenir sur un truc que j'ai dit en début du podcast, sur le fait qui j'aurais pu voir pour faire un film, une adaptation. Les Zucker Brothers. Ceux qu'on fait, y a-t-il un flic, y a-t-il un pilote dans l'avion et tout ça. Parce qu'en termes de jeu de mots et en termes de slapstick, ils sont très très bons. Laissez-moi vous présenter votre capitaine, le commandant avant. Commandant, le navigateur, monsieur arrière, et voici le copilote, monsieur tout. Arrière. Avant. Tout. Et donc pour en revenir au dîner, est-ce que vous auriez aimé voir ce fameux dîner de cons, mais en France? Pas trop. Je préfère que ça soit un MacGuffin, en fait, que ça soit le faux objectif du film. T'as une situation de départ, mais c'est pas ça. En fait, ça sert juste à faire la relation entre les deux personnages. Parce que dans la vraie vie, on en connaît des gens qui te parlent de trop de choses, et c'est pas une situation que tu veux revivre, en fait. Non, clairement pas. Mais en fait, vous savez que ça existait vraiment, ces dîners-là en France. Hein. Ouais, j'en ai entendu parler. Et effectivement, le but, c'était de ramener le mec le plus chiant possible, et donc les gens s'infligeaient ça, quoi. Il devait avoir trop de temps à l'époque, je sais pas. C'est ça, j'ai l'impression que c'est un petit plaisir coupable, tu vas le faire, mais pour que ce soit réel, je me dis, putain, faut y aller, quoi. Mais là, par exemple, j'ai lu un truc où c'est donc Claude Brasseur qui avait été le con d'un dîner. Et c'est parce qu'à l'époque, il était complètement fan du Paris-Dakar. Donc dès qu'il en parlait, il s'animait, il parlait que de ça, il était trop content. Donc au final, lui, il passait un bon moment à en parler. Bah c'est ça. Et tu vois, c'est là où je me sens attaqué, ce que je te dis. Pourquoi? C'est que pour gérer le stress, moi, en ce moment, je peins des modèles Warhammer. Mais c'est ça me fait un bien fou. Et je peux en parler pendant des heures. Et ça je pourrais être le con de quelqu'un. Mais on est tous le con de quelqu'un, Hugo. Mais c'est ça, enfin, du coup, ce que tu dis, Hugo, c'est que je me suis un peu sentie attaquée en me disant, putain, tu me fais parler d'un truc que je suis passionnée, j'adore, bah, je peux en parler pendant des heures. Mais totalement. D'où Steve Carell, quand il montre ses petites figurines, moi, je voyais à côté le côté artistique, putain, mais il s'est fait chier à faire des petits décors et tout. Enfin, ouais, j'ai trouvé ça vraiment bien. Alors, à votre avis, est-ce que The Dinner a marché aux États-Unis et pourquoi? Moi, je pense que ça a marché parce que les Américains ont un humour de merde. Non, je pense que ça a eu un succès à cause de Steve Carell. En fait, ça n'a pas bien marché. Donc, selon les critiques américaines, la comédie, elle a été plombée par la peine qu'on éprouve pour le personnage de Barry, donc ce qu'on se disait, le côté très pathos qui est poussé à fond, mais aussi parce que le casting, qui est très prometteur, avait été mis beaucoup en avant dans la promotion du film, et finalement, on les voit très peu, quoi. Donc ça a été une grosse déception pour les spectateurs. Ah, j'avoue, elle a tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et encore, on les voit très peu de temps. La scène du dîner, au final, quoi, elle dure 10 minutes max. Les 10 minutes les plus longues de ma vie. Pour info, le film, donc The Dinner, n'a pas marché en France. Non. Ouais. Non, mais parce qu'il a été projeté que dans 9 salles, en fait. Ah ouais, d'accord. Personne n'y croyait. Je pense qu'au côté marketing, il a dû être vendu comme l'enfant de Dîner de con. Tu t'enlèves la comparaison, je pense qu'en vrai, il aurait eu un petit succès, mais pas trop non plus. Et au final, c'est une comédie américaine grand public relativement classique. Le film n'est pas vraiment bon, clairement, mais par rapport à d'autres comédies américaines qu'on voit dans les salles en France, je le trouve pas non plus si honteux que ça, quoi. C'est clairement ça. En vrai, bon, c'est pas... Ok, c'est pas mon genre. Ça mérite pas, tu vois, de priver le film du public, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous voyez autre chose à ajouter? Je pense pas que je me souviendrai du film The Diner. Je pense que je l'aurais vite oublié. Moi, je pense qu'à semaine pro, il est... Ma mémoire, elle a vidé le cache, quoi. Ouais, bah tout pareil que vous. C'est comme ça qu'on va conclure ce premier épisode. Merci à tous les deux pour votre participation. Merci Cynthia. Merci. Merci aux personnes de l'ombre pour leur aide très précieuse. Et 1000 merci à Charlie pour son soutien. Merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à noter le podcast afin qu'il gagne en visibilité. À bientôt!